Bon, merci. On va... Voilà, merci à vous tous qui êtes là. Voilà. Donc, le thème aujourd'hui, c'est le thème relatif à la suite sur Culotar Fusée. Donc, je sais déjà, je suis déjà en retard. Souffrez, je vais essayer de couper. Voilà. Voilà. Donc, je m'excuse encore une fois de plus, c'est parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas bien portant. Vous le voyez, vous le sentez à travers ma voix. Mais comme je vous avais fait une promesse, je vais essayer de la tenir. Donc, c'est pour cela que je suis là. Voilà. Donc, ici, il s'agit de faire ce que j'appelle la deuxième partie du juge Culotar Fusée qui nous parle. Mais bien avant, je voudrais vous remercier, vous tous et vous toutes, qui aviez, lors du décès de ma grande sœur Fatou, qui est, surtout pour les gens du FPI qui la connaissent, puisqu'elle fait partie des membres fondatrices de l'OFPI, l'Organisation des femmes du Front populaire. Donc, cette dame, vous avez témoigné de votre affection. En tout cas, merci à tous et à tous qui m'avaient appelé, ceux qui ont pu se déplacer, merci. Voilà, comme c'est ce qui a fait que j'ai mis un petit moment, parce que la douleur et le deuil étant, j'ai préféré un peu m'éloigner un peu des caméras, c'est pour cela que je ne faisais pas de vidéo. Donc je reprends aujourd'hui, surtout en sa mémoire. Merci à vous tous qui êtes là. Voilà. Donc, je venais encore parler du juge Culotar Fusée, dont je rappelle un peu que c'était un juge. C'était le juge de la première cour de première instance. Et ce juge-là, c'est lui qui, avec d'autres juges, notamment le juge Anderson, a acquitté le président Laurent Gbagbo le 15 janvier dernier. Hein, pas janvier dernier, le 15 janvier 2019. Et il a émis des opinions, parce que c'est très important ces opinions. Et ces opinions permettent de vous situer, de comprendre un peu les enjeux. Qu'est-ce qui a fait que pour certains qui peuvent dire que ça paraît inopiné, qu'il ait pu, avec le juge Anderson, demander l'acquittement le 15 janvier 2015 et ensuite le 16 confirmer l'acquittement plus la libération totale. Donc, je vais aller, puisque la fois dernière, nous étions au point 35, pour ceux qui s'en souviennent, puisqu'il y a la première vidéo que vous avez avec vous, vous pouvez la regarder. Donc, nous étions, il a, à ces différents points-là, dont j'ai fait cas tout à l'heure. Non, c'était plutôt au point 20, je ne sais pas que je dis des bêtises. Donc, au point 27, voilà. Puis nous étions à la page 35, voilà. Donc ici, je vais parler un peu de ce que le juge Culotar Fusée parle de charge. Parce que avant ça, je vais vous montrer un document. Hein, pour ceux qui sont allés à la haie, vous avez donc ce document-là et qui va vous situer. Donc vous le voyez bien. Vous voyez bien, c'est la photo du président Gbagbo ici. C'est du Michel Blé Goudé. Vous avez donc l'entête ici. C'est bien la CPI. Il faut savoir que lorsque le document, c'est marqué fiche d'information sur l'affaire. Situation en Côte d'Ivoire, le procureur contre Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Les charges, retenez bien, on nous dit Laurent Gbagbo aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle pour 4 chefs des crimes contre l'humanité perpétrés à Abidjan, Côte d'Ivoire, conjointement avec les membres de son entourage immédiat et par l'intermédiaire des forces pro-Gbagbo. Hein, on parle d'articles et statuts ou à titre judiciaire en ordonnant, sollicitant ou encourageant la commission de ces crimes ou à titre subsidiaire en contribuant de toute autre manière à la commission de ces crimes. Donc les crimes dont il s'agit ici, il y a le meurtre, le viol, les autres actes inhumains ou tentatives de meurtre et la persécution. Lorsque donc, la procureure Fatou Bensouda et son équipe parlent, donc ils vont prendre au départ 4 événements, je dis bien 4, je vais les lire. Ces actes auraient été perpétrés entre le 16
et le 17 décembre 2010, pendant et après une marche des partisans de Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Donc ça, c'est le premier événement. Deuxième, le 3 mars 2011, lors d'une manifestation des femmes à Bobo. Deuxième. Troisième événement, le 17 mars 2011, par bombardement au mortier d'un secteur densément peuplé d'Abobo. Et le quatrième, et le 12 avril 2011, ouvert cette date à Yopougon. Donc voilà les 4 éléments sur lesquels le procureur, d'abord dans son mémoire, enfin dans son mémoire des préliminaires, plus son mémoire d'appel pour la cour de première instance, ce sont ces 4 éléments qu'elle a évoqués. Mais vous allez voir, et le juge Cuno-Tall Fusé en parle. Donc, le juge Cuno-Tall Fusé, si nous allons bien à la page, pardonnez, à la page, je vais d'abord lire. Donc, il demande, le juge Cuno-Tall Fusé dit que la charge est au cœur, dont j'en ai parlé, est au cœur de la procédure dont nous allons aller à la page 36. Nous allons donc aller à la page 36. Que nous dit-on à la page 36? Bien. Il dit, je commencerai. Donc, je suis ici en train de lire les opinions du juge Cuno-Tall Fusé. Donc, nous sommes à la page 36. Il dit, je commencerai ici par évoquer la notion au cœur de tout procès pénal, à savoir la charge. Elle consiste à donner, une description des comportements criminels allégués, de manière suffisamment détaillée pour permettre à l'accusé de se défendre. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, la période où ces comportements ont eu lieu. Et troisième élément, leur qualification juridique. Conformément aux dispositions du statut, il incombe au procureur de formuler les charges telles qu'elles ressortent de l'enquête et à la chambre préliminaire de définir les limites de chaque affaire renvoyée en jugement au moyen d'une décision confirmant les charges en tout ou en partie. Par conséquent, mon seul cas de référence a toujours été les charges telles que confirmées en vertu des décisions relatives à la confirmation des charges portées à l'encontre de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Vous voyez? Donc, et il se réfère aux paragraphes 266 et 278 pour Laurent Gbagbo et les paragraphes 182 et 194 pour Charles Blé Goudé. Au point, donc, vous voyez? Donc, il parle de manière précise. Tu veux accuser quelqu'un, tu notifies des éléments, voilà ça sont les charges. Et à partir de ces charges, tu parles des événements. Je vous ai dit, on a parlé de 4 événements. Donc, ces 4 événements, or, qu'est-ce qui va se passer? On verra que, il dit, or, tous les documents déposés par le procureur tout au long du procès ne permettent pas de faire ressortir clairement cette charge. Donc, je vais prendre ici la page, les pages 35 et 36 au point 40. Et voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il serait en effet difficile, non, très difficile, pardon, d'esquisser cette substance, c'est-à-dire cette charge, à partir des autres documents déposés ultérieurement, c'est-à-dire après, par le procureur tout au long. Attendez, il faut que je me retrouve un peu. Voilà. Pardon. Tout au long du procès. Tous. Il dit bien tous. Et puis, il met une parenthèse, en particulier le mémoire préalable au procès, le mémoire de première instance et la réponse aux requêtes de la défense aux fins d'arrêt de la procédure. Tous, il dit bien tous les documents frappent par leur manque de structure. C'est-à-dire que ce n'est pas organisé. D'organisation et de clarté.
qui est amplifié par leur caractère répétitif, circulaire et redondant, c'est-à-dire ça se répète, il va sans dire qu'aucun de ces défauts n'est masqué par l'immensité de la taille des écritures ou du nombre de notes de bas de pied de page. Bien au contraire. Donc, le document, le mémoire qui a été déposé en première instance, il y a des caractères, etc. C'est beau, il y a beaucoup de notes de bas de pied de page. Mais quand tu lis, il n'y a aucune clarté pour déterminer, pour faire ressortir la charge ou les charges dont le procureur parle. Il dit pour ceux qui prennent la peine d'y regarder de plus près et de vérifier, beaucoup de notes de pied de page au contenu apparemment important se sont, à de multiples reprises, révélées significativement déficientes. Je me limiterai aux exemples suivants. Donc, il va vous donner des exemples pour étayer ce qu'il dit. Certaines des notes ne sont qu'une compilation et un empilement de références. Voilà. Donc on prend les éléments et puis on cite des références, un empilement de références. Par exemple, il parle des notes 382 et 439 du mémoire préalable aux prochaines versions contiennent des références multiples à différentes parties des transcriptions des entretiens avec un seul et même témoin. Ces références étaient éparpillées dans la note au lieu d'être regroupées. Donc, je suis un témoin, on me pose une question et dans le document, par exemple, à la page 6, on parle de moi, à la page 17, on parle encore de la même chose, etc. Donc, ça embrouille. Alors que, puisque je suis le seul à parler, c'est bien de regrouper tous ces différents éléments. Cela n'est pas fait. L'autre élément, certaines références se chevauchent et répètent d'autres références qui figurent dans la même note de bien des pages. Donc, ça se répète. Pardon. Par exemple, il parle à la note 49 du mémoire préalable au procès. La même référence est donnée 2 fois pour les témoins P009 et P0226 et 3 fois pour les témoins 0238 et P0239. À la note 435, la même référence est donnée 7 fois pour le même témoin P0238, 4 fois pour les témoins P0239 et P0226, 3 fois pour le témoin P009 et 2 fois pour les témoins P0316, P00445, P00321, P0010 et P00330. Donc, pour vous, ça montre effectivement qu'il y a eu un travail qui a été fait par les juges. Certaines notes ont un effet neutre sur la question évoquée par les paragraphes correspondant au corps du texte. Au paragraphe, donc, on prend ici le paragraphe 102 du mémoire de première instance, il est affirmé qu'il n'y avait pas de véritable besoin de réquisitionner les armées. C'est-à-dire que le procureur dit que lui, dans son mémoire, que le président Gbagbo n'avait pas besoin de réquisitionner l'armée. Ça, c'est ce qu'il lui dit. C'est ce qui est marqué dans son chose. Donc, le fait que le président Gbagbo ait fait sortir, ait réquisitionné l'armée, ça veut dire qu'il avait une intention de tuer. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais, donc, il y a des témoins qui sont venus. Donc, voilà ce qu'il dit. D'après le témoin P0010, c'est le général Georges Gouambi, commandant de Sécos. La situation en matière de sécurité au moins du premier tour de l'élection était calme. Et malgré quelques échauffourées, après le premier tour, elle ne s'était pas détériorée au point de nécessiter une réquisition. Toutefois, dans la partie du témoignage à laquelle il est renvoyé, aucun lien ne peut être trouvé entre la réquisition des forces armées et l'appréciation personnelle par P0010 de la situation sur le plan de la sécurité à l'époque visée. Ouais. Donc, quand on lui pose la question, il dit au premier tour, compte tenu de peut-être quelques petits trucs, il n'était pas nécessaire qu'il y ait une réquisition. Mais tel que le mentionne le procureur dans son document, il donne l'impression que le président Gbagbo a réquisitionné l'armée avec une intention d'empêcher les élections, bien que quelqu'un d'autre puisse gagner. Bien.
excusez-moi, je vais reprendre. Donc, désolé, c'est un appel. Maintenant, il fait une transcription. Donc, nous sommes, hein, je viens ici, nous sommes au point. J'ai parlé de la charge. Oh, bon, maintenant, le témoin, comment on appelle, le procureur dit qu'il n'était pas nécessaire d'appeler, que le président ait réquisitionné l'armée. Or, le témoin appelé par le procureur lui-même, c'est-à-dire c'est un des témoins du procureur, pour confirmer ses dits, ne peut confirmer ses affirmations. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ce qui est un peu intéressant et peut-être un peu gravissime, c'est que les affirmations du procureur sont contredites par son témoin. En effet, le paragraphe 68 du mémoire de première instance indique notamment que le 24 février 2011, au cours d'une réunion au palais présidentiel, la proposition de déclarer Abobo zone de guerre a été avancée mais non adoptée. Donc, Laurent Gbagbo a donné pour instruction FDS de tout faire pour conserver Abobo et libérer Andautré. Donc, nous sommes à la page 39. Bien. À la page 39. Qu'est-ce qui se passe? On demande au témoin P0010. Le témoin 0010 déclare « Moi, je ne me rappelle pas de ce que le président a dit sur cette situation. » Et poursuit en disant « Ensuite, le président nous a donné des instructions en disant « Renforcez, continuez à tenir, renforcez vos dispositions. Continuez à tenir à Bobo, tenez à Bobo. » Donc, ce sont des instructions de nature défensive. Ça veut dire que le témoin du procureur dit que ici, le président ne dit pas aller attaquer. Il dit de tenir. C'est défensif. C'est-à-dire nous défendons le camp où nous sommes, qui est attaqué par des assaillants, qui sont attaqués par ce qu'on appelle le commando invisible. Donc, il n'y avait pas une intention d'aller attaquer les populations. C'est ceux qui viennent attaquer. Donc, quand les gens viennent nous attaquer, nous sommes en droit de nous protéger. Vous voyez, de nous défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Que nous avons reçu. Parce qu'il faut préciser que dans cette phase, nous avons toujours été en position défensive. C'est encore le témoin qui continue. Jamais nous n'étions pas ceux qui prenaient l'initiative d'attaquer. Nous étions toujours en train de défendre nos positions. Et donc, ce sont ces instructions de tenue que le président nous a données. Il n'est nullement dit ici que le président ait donné pour instruction à FDS de tout faire pour conserver. Donc, c'est ce que le juge qui nous a dit. Il dit, au vu de ce qu'a dit le témoin P0010, contrairement à ce qu'a affirmé le procureur, ce n'est pas marqué que le président Gbagbo a dit, allez attaquer. Le président Gbagbo dit, tenez. C'est-à-dire, tenez vos positions. Puisque nous sommes en position de guerre. Vous voyez? Donc, ce sont des choses. Donc, j'aime pas. Deuxième contradiction. Le procureur affirme dans le paragraphe 538 du mémoire de première instance que les manifestants ont vu des éléments pro-Gbagbo ouvrir le feu et jeter des grenades à fragmentation sur ceux qui refusaient de partir, tuant ou blessant le nombre d'entre eux. Ça, je trouve même cette phrase, elle est un peu bizarre. Ça, c'est marqué dans le mémoire du procureur. Je vais la relire pour que vous compreniez. Le procureur affirme dans le paragraphe 358 du mémoire de première instance, c'est le mémoire que le procureur a présenté à la cour de première instance, que des manifestants ont vu des éléments pro-Gbagbo. Donc, on ne sait pas c'est quel élément pro-Gbagbo. Oui, j'arrive. Oui. Hein? Excusez-moi. Donc, des éléments pro-Gbagbo, où je m'excuse, hein. On vit des éléments pro-Gbagbo ouvrir le feu, donc tirer, et jeter des grenades à fragmentation sur ceux qui refusaient de partir. Donc, on dit aux gens, ils ont tiré, et
ouvrit le feu et jetait des grenades flammable sur ceux qui refusaient de partir, tuant ou blessant nombre d'entre eux. Bon, il y a quelque chose qui est quand même assez étonnant dans cette phrase. Un homme sensé. Vous faites un groupe. Des gens tuent, lancent des grenades pour tuer. Et puis il y a des gens qui refusent de partir. Il y a quand même un bon sens. Vous avez vu quelqu'un en train de tuer et vous êtes tellement courageux, comme on dirait le jargon, vous êtes un Django, en train d'enseigner que vous êtes là. Vous dites, je ne cours pas. Bon. Et dans ce qu'il dit, il dit, tuant ou blessant. Bon. Ou on a tué, ou on a blessé. Je le souhaitais qu'on dise blessant, ou bien tuant. On ne peut pas dire tuant ou blessant. Bref, donc c'est ce qu'il dit. Ça, c'est la page 39 au point 40. Donc, c'est ce qu'il dit. Et donc, c'est quand même... Voilà ce que dit le témoignage donné en référence. Le témoin P0010 a répondu à la question de savoir s'il avait reçu des instructions sur la manière de traiter les manifestants en disant. Donc voilà ce qu'il dit. J'ai reçu des instructions du chef d'état-major, le lieu, la mission. Donc j'appelle le commissaire qui devait diriger le petit détachement. Et j'ai pas pris au hasard. J'ai pris quelqu'un de très expérimenté pour conduire ce détachement. Donc c'est le témoin du procureur qui parle. Et il sait parfaitement que le type de consigne que nous avons l'habitude de donner à nos hommes en pareilles circonstances. Les armes qui ont été utilisées, les armes létales, je vais dire, doivent être utilisées dans le cadre de défense, de légitime défense. L'objectif, c'est de faire en sorte que les manifestants n'atteignent pas le carrefour de la vie. C'est ça l'objectif en les repoussant à l'aide des grenades qui étaient à leur disposition et en protégeant et en se protégeant avec leur bouclier. Ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Oh, le procureur dit non, vous avez entendu, vous avez vu la phrase. Excusez-moi, on m'appelle beaucoup. Voilà. Pardon. Oh, le procureur dit que non seulement ils ont utilisé des armes pour tuer des gens, les quelques-uns qui ont fait des grenades, je ne sais pas quel genre de grenades, hein, ils ont dit létales, qui étaient là, ça veut dire les grenades offensives. Les autres qui ont refusé de partir, on a commencé à le tuer, on a blessé d'autres. Donc c'est quand même assez... Oh, le procureur appelle lui-même un témoin. Et le témoin contredit sa version. Qu'est-ce qu'il dit de plus? Voilà. Deuxième contradiction. Non, c'est une autre contradiction. Ça, c'est le paragraphe 472 du mémoire de première instance que renvoie témoin P00 à l'appui de l'allégation selon laquelle les FDS disposaient de preuves qui les impliquaient dans les faits du 3 mars. Donc, Mme Fatou Bensouda, dans son mémoire qu'elle remet, elle dit que les forces de défense et de sécurité savaient que le 3 mars, ils avaient fait des gaffes, ils avaient tué des gens, ils avaient des preuves, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Donc, elle appelle quelqu'un pour confirmer ce qu'elle a dit dans son mémoire. Donc, voilà ce que dit le témoin. Le témoin indique que lorsque la manifestation fut terminée, je vais seulement lire ce qui a été écrit pour ne pas qu'on dise que je falsifie les choses. Donc voilà ce qu'il dit. Un nombre inquiétant de notes de... Le paragraphe, pardon. Attendez, je vais voir à quelle page je me réfère, parce qu'il me semble que je ne... Page 40. Oui, page 40, pardon, excusez-moi. Donc je reviens à ce que je viens de dire. Le témoin indique que c'est lorsque la manifestation fut terminée, une fois, à l'état-major, qu'ils apprennent par la presse, comme quoi les femmes avaient été tuées. Donc, les gens qui sont sortis pour aller
je vais dire, encadrer une manifestation, ou bien pour aller encadrer cette manifestation, ils ne savaient même pas qu'il y avait des femmes qui étaient décédées. Quand même, bon. Donc, eux disent c'est à l'état-major qu'ils apprennent par la presse qu'il y a des femmes qui auraient été tuées. Et le SEMA, le chef d'état-major, a indiqué qu'il n'avait pas encore d'informations précises, mais qu'il faisait des pieds et des mains pour qu'il y ait des investigations. Donc, nous sommes à la page 48. Au point 40. C'est ce qu'il dit. Voilà, donc il dit, le témoin déclare que les seules informations dont disposait le FDS provenaient des articles de presse. Nous nous sommes retrouvés à l'état-major pour parler, mais la marche était terminée. Et c'est les conséquences qui étaient dans toute la presse nationale, même internationale. C'était donc cette conséquence-là que le SEMA, c'est-à-dire le chef d'état-major, dit que les informations qui étaient dans la presse nationale, comme quoi des femmes avaient été tuées, c'est de cette conséquence que le SEMA était en train de nous expliquer qu'il n'y avait pas encore d'informations précises, mais qu'il faisait les pieds et des mains pour qu'il y ait des investigations. Mais comme la zone était hostile, personne ne pouvait accéder facilement à la zone, donc il y avait des difficultés pour avoir des informations beaucoup plus fiables par rapport à ce que nous avions appris de la presse. Le SEMA n'avait pas suffisamment d'éléments sur les événements. Vous voyez, pardon, excusez-moi. Le procureur affirme que les FDS avaient des informations au vu de la marche, mais ils ont décidé de ne rien faire. Le témoin que Mme Fatou Bensouda envoie, le témoin dit non, c'est nous-mêmes qui avons été sur le terrain, on n'a rien vu de cela. Nous sommes allés à l'état-major faire le point. C'est là-bas que la presse nationale et internationale nous informe qu'il y a des femmes qui ont été tuées. Donc, après la manifestation, la manifestation est terminée. Mais quand nous apprenons, le chef d'état-major à qui nous demandons, lui dit qu'il n'a pas trop d'informations, mais il est en train de chercher à avoir les informations et pour qu'il diligente une enquête. Or, c'est pas ce que le procureur dit. Excellence en dit, je suis au repos. Merci. Vous voyez, c'est quand même assez terrible ce qui est. Autre élément, c'est la confusion juridique du passage de la chambre préliminaire à la cour de première instance. Donc nous sommes à la page 42. Je vous ai dit de souffrir parce que je ne vais pas faire long. Hein. J'espère que vous me comprenez. Je ne vais pas faire long. Je vais faire quelque chose de court et j'espère dans la semaine encore faire un autre. Mais je vais finir cette petite partie et comme vous voyez, j'ai un problème au niveau de la gorge. Donc, confusion juridique. D'abord, le procureur lui-même décide d'exclure les événements dont on a fait cas ci-dessous. Donc, je vous ai dit au départ, le procureur, c'est pour ça que j'ai fait exprès au départ de lire les 4 événements. Je vais les relire dont le procureur a mis dans ce... Donc, je vous remonte encore ça dans ce document. Les 4 éléments sur lesquels il y a eu des charges. Les 4 événements, je les rappelle, le 16 et le 19 décembre 2010, pendant et après la marche des partisans de Ouattara. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, le 3 mars 2011, lors d'une manifestation des femmes à Bobo. Troisième élément, le 17 mars, notez-le, 2011, par bombardement au mortier d'un secteur. Et le 12 avril 2011, ou vers cette date à Yopougon. Voilà les 4 événements dont le procureur a parlé dans son mémoire. D'abord, son mémoire préliminaire et puis son mémoire d'appel. Vous voyez? Non, merci, Excellence, je le ferai. Ouais, c'est de ça qu'il a parlé. Mais vous allez voir que par la suite, d'autres événements vont venir. Dans ce que j'ai lu, vous n'avez pas entendu de parler de Yao Seyi, vous n'avez pas parlé d'Abobo 2, mais ça va venir. Vous voyez? Et ça pose un véritable problème. Donc, il le dit, et parce que l'objectif, qu'est-ce qu'il met? Le procureur met que l'objectif, c'est que il s'agit des événements donc, qui constituent une attaque contre les populations civiles. Donc, nous sommes à la page 42, au point 42. Voilà. Premièrement, comme il dit, le procureur avait au départ choisi d'exclure des événements du cadre du charge. Le rôle attribué aux autres événements dans le contexte de documents et notifiants de charge était si peu clair que la question est devenue pertinente lors de la procédure d'appel interlocutoire sur une question préalablement certifiée concernant la norme administrative et la preuve satisfaite
pour ce qui est des éléments dont il était allégué qu'ils constituent une attaque contre la population civile. Donc, pour dire que, au départ, il n'y avait rien, à part ces 4 éléments, et ils ont essayé de les inclure, mais ils ont vu que ça ne... Pour vouloir confirmer que le président Gbagbo a utilisé l'armée pour aller attaquer les populations civiles. Donc, ces éléments-là ne seront pas pris en compte. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir par la suite. C'est que le procureur va essayer à un moment donné de faire de telle sorte que les... Pardonnez. J'ai mélangé un peu mes choses. Là, c'est la page 35. Je n'en ai plus besoin. On va faire de telle sorte que il va y avoir des confusions. Donc, l'objectif, c'est quoi? De 4 événements, je vais vous dire, si nous sommes à la page 43, la chambre d'appel a fait observer que les 41 autres éléments étaient présentés dans un récit chronologique qui incluait donc les 4 événements en cause sans les distinguer des 40 autres événements pour ce qui est de leur pertinence pour établir l'attaque. Donc, elle a parlé de 4 événements que j'ai cités. Après avoir encore évoqué ça dit au cours de l'élément, ça dit, elle a pourtant déposé un mémoire, elle va envoyer d'autres documents pour dire, il y a eu tel document, il y a eu tel. Ça dit, c'est comme quelqu'un qui raconte une histoire, puis qui dit, j'ai oublié, je reviens. Vous voyez? Donc, elle fait ça. De 4, on est passé à 41 autres événements qui ont eu lieu. Vous voyez? Donc, la deuxième remarque que fait le juge, il dit, deuxièmement, il n'y a pas de trace des autres éléments dans la partie de la décision relative à la confirmation des charges. Donc, lors de la confirmation des charges, les autres événements, c'est-à-dire c'est les 4 premiers dont il s'est agi. Mais lorsque eux, ils voient, ils arrivent au niveau du mémoire, il y a d'autres événements, 41 événements qui s'ajoutent aux 4 autres. Or, quand on regarde, parce que eux ne travaillent pas seulement pour dire, nous on est là, on a reçu le mémoire, ils tiennent compte du mémoire des préliminaires. Dans le mémoire des préliminaires, on parle de 4 événements. Dans le mémoire de choses, il y a plus de 4. Même on a ajouté même 41 autres événements. Voilà. Et lui-même, il va plus loin. Il dit, faire circonstance établie ni pour Laurent Gbagbo, ni pour Charles Bleguet. Toutefois, la chambre préliminaire a malheureusement laissé planer une certaine ambiguïté en déclarant dans le cadre de l'analyse des éléments de preuve et dans une partie intitulée « Autres actes » que de nombreux actes de violence ont été commis contre la population civile dans le contexte d'un certain nombre d'événements survenus à Abidjan pendant la prise post-électorale. Dans la décision Gbagbo relative à la conférence des charges à laquelle fait référence. Vous voyez? Donc,